BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. On va revenir aujourd'hui sur les grandes thématiques qui ont animé 2023. Et bien sûr, on parlera aussi de ce qui va animer, ce qui risquerait d'animer 2024. Les événements à surveiller, les tendances à suivre, on va tout vous dire avec notamment Artem Signakin. Bonjour Artem. Bonjour Amaury, merci pour l'invitation. Avec plaisir, cofondateur de Hawk Invest. Et bien sûr, on peut aussi s'exposer au marché crypto sans acheter directement de la crypto. Et ça, c'est Cyril Sabag, directeur général de Melanion Capital et président fondateur de Melanion Digital. On dit Melanion ou Mélanion ? Melanion Capital, voilà, qui va nous en parler. Bienvenue Cyril. Merci Amaury. D'abord, rapide détour sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, c'est votre dernière de l'année dans l'émission. Et pour l'occasion. C'est ma dernière intervention de l'année, oui. Absolument. Et pour l'occasion, le Bitcoin prend plus de 4% aujourd'hui. Nous sommes aux portes des $43 000, Vincent. Oui, alors vous savez, la fin de l'année en bourse, c'est toujours le même exercice dit du market outlook. On fait le bilan de l'année et puis on se projette sur des perspectives 2024. Alors en termes de bilan, il n'y a pas de sujet. Rapidement, Bitcoin, c'est le leader de l'année de toutes les classes d'actifs. Il est même leader au sein de son propre camp, 10 points de prix sur la dominance. Maintenant, en termes de perspectives pour 2024, les risques et les opportunités ne manquent pas. Brièvement, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, puis je rends la parole aux intervenants en plateau. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des ETF Bitcoin Spot en termes d'apport de flux de capitaux vers Bitcoin et Ethereum. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier en termes d'opportunités pour 2024, les facteurs de corrélation de la finance traditionnelle, ce pivot des banques centrales qui est attendu. La création monétaire de Bitcoin qui va diminuer, c'est le fameux halving, ce sera le 4e de son histoire. Alors, il y a toujours des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout l'aspect judiciaire, il y a toujours des procès en cours vis-à-vis de certaines plateformes centralisées. L'aspect réglementaire, pour moi, reste important en 2024. Alors, en Europe, on a beaucoup avancé avec MiCA, en France, ça s'étend à toute l'Europe. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai sujet de réglementation et qui concernera plus les États-Unis. En 2024, c'est une année électorale, il ne faut pas l'oublier. Du côté des risques, il faut quand même citer des risques parce que là, il y a une petite musique qui laisse entendre que forcément on aura un beau bull market en 2024. Citons quand même toujours des risques, ce qui peut tomber sur les activités de mining, la petite musique qui revient aussi souvent du côté du financement des activités terroristes. Bon, il y a quand même des choses comme ça qui peuvent freiner ce qu'a fait Bitcoin cette année, c'est-à-dire dévoiler des signaux techniques qui sont fermement haussiers. Donc moi j'y crois, cette tendance haussière pour 2024. Je termine par, quelqu'un me posait la question récemment, y a-t-il encore un risque d'effondrement du prix du Bitcoin en 2024 ? Même si moi j'en vois pas, il y en a quand même un qu'on peut citer mais qui est archi peu probable. Ce serait un vrai problème technique avec la blockchain Bitcoin, mais ça moi je n'y crois pas. Très bien Vincent, c'est noté. On surveillera ça évidemment, notamment cette semaine. Et puis pendant les fêtes pour assurer toute l'information sur le Web3 à la rentrée. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste financier indépendant. Excellentes vacances Vincent, bon repos. Et bonne journée, à très vite. Donc Vincent parlait des ETF, on va commencer à faire un petit point sur votre ETF, Cyril, quand même, bravo, plus 140% depuis le début de l'année, dans le top 5 de tous les ETF en Europe et en tout cas premier parmi les grands fonds publics domiciliés en France. Petit rappel, quelle est la particularité de votre ETF, Cyril ? Alors la particularité de cet ETF, c'est d'être éligible à toutes les enveloppes régulées, les plus régulées en France, typiquement l'assurance vie, le plan épargne retraite, contrairement au Bitcoin lui-même ou à ce qu'on appelle les ETP. Et la façon comment on a réussi à créer un tel produit, c'est qu'en fait on s'expose non pas crypto directement, mais on s'expose aux actions de l'écosystème crypto et celles qui ont une sensibilité la plus importante au Bitcoin. Donc je le rappelle, on investit sur des actions, en fait on investit sur les 30 actions ayant la plus forte sensibilité mathématique ou statistique, c'est-à-dire que le comportement est le plus proche de celui du Bitcoin, et plus cette sensibilité est importante, plus le poids est important. Bon, c'est une sorte d'ETF Bitcoin, alors pas spot mais quasi spot avant l'heure, c'est ça ? En tout cas, c'est la solution régulée la plus forte aujourd'hui en Europe. Je le rappelle souvent, mais on ne pourrait pas avoir un ETF, en tout cas on ne pourrait pas appeler ETF, un ETF spot Bitcoin en Europe.
puisqu'on doit avoir de la diversification, on doit investir uniquement sur des actifs régulés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi les actions. Et justement, les actions, on va zoomer sur 2 actions présentes dans votre ETF. Donc on commence par Galaxy Digital, donc société américaine de services financiers incontournable dans l'univers crypto, qui travaille notamment au lancement d'un prochain stablecoin euro, Cyril. Oui, alors Galaxy Digital est un mastodonte, pèse environ 3 milliards de dollars, est coté sur le Toronto Stock Exchange. Pour information, elle fait environ plus 140% cette année, donc quasiment comme notre ETF. Et alors, elle est spécialisée... Et quasiment comme le cours du Bitcoin d'ailleurs. Et comme le cours du Bitcoin. On est quoi, plus 150% à peu près? Ouais, 150. On était à un moment monté à 160%, mais bon. Ouais, ça bouge tout le temps, mais là on doit être autour des 150. Un petit peu. C'est intéressant, que ça veut dire que finalement, on arrive quand même à se rapprocher des performances du Bitcoin. Absolument, Amaury. C'est important de le noter parce que souvent on nous a fait la critique de nous dire finalement c'est comme la tech, votre ETF. Or quand on regarde la performance du Nasdaq, qui est vraiment l'indice des actions tech, on est plutôt à 40-45%, donc très loin des 140% de notre ETF, alors qu'on est investi sur des actions qui elles-mêmes appartiennent au Nasdaq. Donc il y a un sujet de la sélection. Pour revenir sur Galaxy Digital, donc effectivement c'est un mastodonte, donc côté au Canada, et qui propose des services financiers à une clientèle plutôt professionnelle. Donc soit de mineurs, de traders ou d'investisseurs qualifiés, et propose différentes strates de services. Donc on a un service de Global Markets qui est un service de trading. Donc voilà les services classiques de trading sur les cryptos. On a ensuite une partie asset management. Donc Galaxy Digital propose des outils de gestion active, passive ou même des fonds de venture capital. Et enfin, on a également un point, ce qui est ce qu'on appelle Digital Infrastructure Solutions. En fait, Galaxy Digital fait du conseil en stratégie et aide les sociétés à investir ou à rentrer dans le milieu de la blockchain et intégrer la blockchain à leur business model. Donc ça, c'est relativement intéressant et global. Ce qui est notable aussi, comme vous l'avez dit, c'est que la semaine dernière, Galaxy Digital a annoncé un partenariat avec DWS. Alors DWS, c'est la partie gestion d'actifs de Deutsche Bank. Et Flow Traders, qui est un market maker hollandais. Donc ce partenariat pour créer un stablecoin euro en 2024. Donc Galaxy Digital, on voit qu'ils sont relativement incontournables. On peut noter aussi qu'ils se sont associés avec Invesco pour la création d'un ETF spot Ether aussi. Donc un acteur clé de l'écosystème. Des choses intéressantes à suivre. Et on parlait de stablecoin euro, on parle maintenant d'une société européenne, une société d'investissement européenne, si pionnière dans la proposition de solutions autour des cryptoactifs, CoinShare, et qui a annoncé récemment le lancement d'une branche hedge fund. Absolument. Donc CoinShares, c'est une société qui est basée à Jersey. Elle pèse environ 250 millions d'euros. Elle est cotée au Nasdaq Stockholm. Alors c'est une société pionnière dans les solutions d'investissement crypto, puisqu'ils ont été parmi les premiers à proposer ce qu'on appelle des ETP, donc des produits qui sont adossés directement aux cryptos. Ils ont même été vraiment précurseurs, puisque leur tracker, Bitcoin One Tracker, a été lancé en 2015. Donc ils ont une dizaine d'ETP crypto. Ils ont également une partie fourniture d'indices, donc index provider. Et enfin, ils ont une plateforme de trading aussi adressée plutôt à une clientèle professionnelle qui permet de traiter les différents éléments classiques de la plateforme de trading. Et vous l'avez dit très justement, ils ont lancé récemment un CoinShares Hedge Fund Solutions, qui est en fait une solution de fonds d'investissement alternatifs à destination des investisseurs américains. Et vous avez en tête là, la performance boursière depuis le début de l'année? Oui, on est à peu près à 85%. Donc on voit quand même c'est des belles performances. Ouais, okay. Globalement, cet écosystème a très bien performé cette année et on le retrouve, comme je l'ai dit, dans notre ETF, dans la performance de notre ETF cette année. Artem n'est pas venu les mains vides. Grand dossier de fin d'année chez Hawk Invest, qui retrace, c'est ça, l'année 2023 et qui nous dit potentiellement à quelle sauce on pourrait être mangé en 2024. Globalement, 80 pages quand même, vous pouvez le monter à l'antenne. Voilà le dossier.
Donc on l'a nommé Hier n'est pas demain parce que justement on essaye de prendre les exemples de 2023 pour voir ce qui va se passer en 2024. Donc en effet 82 pages. On retrace un peu tout ce qui s'est passé cette année. On essaie de voir quelles sont les choses à prévoir pour l'année prochaine parce que je trouve que c'est important aussi de revenir un peu en arrière, voir peut-être les erreurs ou ce qui a été bien fait auparavant pour voir comment est-ce que notre écosystème va évoluer dans l'année à venir. Et du coup, oui, on l'a sorti. Pour le coup, c'est un partenariat avec Deloitte qui sont intervenants également dans le dossier avec plusieurs experts de chez eux qui interviennent sur certaines parties. On a invité plus de 12 personnes dans les différents domaines pour intervenir sur le dossier, nous donner leur vision et également nous accompagner dans la rédaction de ce dernier. Et donc, oui, ça vient de sortir et c'est gratuit pour le coup. La version physique n'est pas gratuite, mais le dossier est accessible à tout le monde. Il est totalement gratuit comme tout ce qu'on fait. Eh ben, félicitations. Et donc, il s'est passé pas mal de choses en 2024. On le disait à l'instant, plus 150% pour le Bitcoin. Mais pas que, il y a aussi des narratives, en tout cas, qui sont un peu sorties du bois, qui ont quand même bien fonctionné. Notamment l'IA, les RWA. Qu'est-ce qui a été plus marquant cette année 2024, au-delà de la hausse du Bitcoin, en termes de narrative, qu'est-ce qui a porté, qu'est-ce qui a été de particulier, qu'est-ce qui est sorti du bois cette année un peu? Alors, pour le coup, comme tu as très bien dit, Amaury, c'est le Bitcoin dans un premier temps. Donc, on a la hausse du Bitcoin, mais tous les yeux étaient rivés sur Bitcoin. On a même repris une petite citation de Tupac qui dit « All Eyes on Me », qui est le titre de son album. Pour le coup, c'était un très bon résumé de l'année, puisque l'année a été rythmée par le Bitcoin. On a vu sa dominance sur le marché crypto augmenter. On a vu que les altcoins ne suivaient pas sa hausse, jusqu'à il y a peu sur certains altcoins. Mais en effet, on a eu plusieurs narratives. Donc, on a commencé par la narrative de l'intelligence artificielle. En fait, on a tendance à dire que les crypto-monnaies sont un monde à part, mais en réalité pas vraiment. Aujourd'hui, on voit que ce qui marche dans le monde réel a également des répercussions dans le monde crypto, et notamment il y a énormément de crypto-monnaies, donc comme j'ai dit, les altcoins, donc tout ce qui est en dehors de Bitcoin, n'a pas forcément suivi sa hausse, mais toutes les crypto-monnaies qui sont de près ou de loin liées à l'intelligence artificielle, pour la plupart ont performé. C'est là que c'est intéressant de voir que, en fait, le monde réel, les investissements du monde réel, on a vu la performance de Nvidia cette année, qui a été incroyable en bourse, qui a dépassé les 1 trillion de dollars de valorisation. En fait, ça a eu un effet également sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a cette performance d'actifs qui sont liés à un secteur en particulier dans un premier temps. Et pour revenir sur ce que justement la deuxième narrative qui était très importante cette année, c'est les RWA ou Real World Assets, aussi on traduit les actifs du monde réel. Et là en fait on va avoir deux choses. On va avoir d'un côté la performance de certains projets qui sont en lien avec ce secteur-là, qui vont faire de l'immobilier tokenisé, donc il va y avoir une grande demande, qui vont proposer d'autres tokenisations et qui vont en fait avoir leur token de gouvernance, par exemple, augmenter. Ça, c'est un côté. Mais le côté qu'on a trouvé intéressant et qui est abordé dans ce dossier, c'est les rendements sur le stablecoin. On a vu cette année, notamment le DAI, qui est le premier stablecoin décentralisé, qui a implémenté le rendement des bons de trésor américains directement sur le DAI au sein du protocole. Ça veut dire que les gens pouvaient déposer du DAI et gagner du 5% dessus. Et ensuite, on a vu d'autres protocoles, comme par exemple AAV, qui est le plus gros protocole de prêt et emprunt aujourd'hui, également intégrer ce rendement directement sur la plateforme. Et c'est là en fait que c'est intéressant, c'est parce qu'on voit que dans un marché baissier et on va dire un peu mou, qu'on a connu en 2023, ce qui est ressorti réellement, c'est ces rendements du monde réel. Et au final, c'est vers ça aussi que tous les regards étaient tournés, que ce soit en termes d'obligations sur le marché un peu, on va dire, classique. Et on a retrouvé la même chose dans les crypto-monnaies. Donc au final, le monde crypto est très lié au monde réel et il n'est pas si détaché que ça. De plus en plus, et la tokenisation d'actifs, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ça, c'est le fait de pouvoir s'exposer à des actifs du monde réel via la blockchain notamment. Cyril, vous êtes plutôt porté directement sur le Bitcoin, mais est-ce qu'il y a une narrative en particulier qui vous a marqué cette année, qui est, je le disais, un peu sorti du bois au niveau de l'écosystème crypto ? Effectivement, on a beaucoup entendu parler des Real World Assets. Après, le vrai sujet est un sujet de régulation. Je pense que c'est à la fois ce qui a marqué 2023 et qui pourra éventuellement marquer 2024. On le sait, en Europe, on a une vision plutôt relativement claire. En Angleterre, c'est le cas. À Singapour aussi. Les États-Unis,
il n'est pas impossible que 2024 soit l'année où, justement, compte tenu ça s'éclaircisse un petit peu. Donc le sujet régulation est un sujet qui a été au cœur, au cœur des attentions. On a vu ce qui s'est passé pour Binance aussi. Donc voilà, c'est un sujet qui a été, qui est un vrai focus. Après, bon, pour revenir sur le Bitcoin, c'est vrai que, et c'est ce qui a animé tout le deuxième semestre 2023, c'est l'attente du fameux ETF Spot Bitcoin, qui a aussi largement contribué, je pense, à la performance du Bitcoin sur cette deuxième partie de l'année. Voilà, donc ce sont des sujets qui ont bien marqué 2023 et qui vont vraisemblablement marquer le début de l'année 2024. Et bien justement, en 2024, on y sera dans un peu plus de 10 jours. Selon vous, déjà c'est intéressant, donc l'IA et les RWA, donc les Real World Assets, est-ce que c'est des narratifs, voilà, est-ce que c'est juste une étoile filante un peu qu'il y a eu cette année, ou alors est-ce que vous pensez que ça va se poursuivre en 2024 ? Est-ce qu'il y a un terreau assez fertile pour ces deux narratifs-là ? Je pense qu'on peut revenir un peu sur ce qu'on disait, dans le sens où l'intelligence artificielle, ça a connu une hausse grâce à ChatGPT, grâce justement à Bard, notamment de Google, grâce aux investissements énormes qui ont eu lieu dans le secteur un peu plus traditionnel cette année. Est-ce que ces investissements vont se poursuivre en 2024 ? Je pense que ça dépend de comment est-ce que les gros investisseurs, les VC, voient ce secteur. Est-ce qu'on va stagner un tout petit peu, voir comment ça évolue ? Est-ce qu'on va investir dans quelque chose qui entoure un peu l'intelligence artificielle, notamment la puissance de calcul ? Est-ce que ce seront ces entreprises-là qui vont performer ? Je pense que ça, pour le coup, l'intelligence artificielle, ça dépendra du monde réel. En ce qui concerne les actifs du monde réel, donc encore une fois, on va revenir sur les rendements. Si on commence à avoir une baisse des taux en 2024, forcément, les rendements, ils vont potentiellement baisser. Mais là où c'est intéressant, c'est que lorsque les taux d'intérêt directeurs baissent, on a tendance à avoir un bull market ou plutôt les actifs à risque. Ça favorise les actifs risqués. Voilà. Et donc, lorsqu'on a ce genre de comportement sur les marchés, les crypto-monnaies, c'est un peu un actif de prédilection. Et dans les crypto-monnaies, aujourd'hui, on peut avoir du rendement sur les stablecoins en dehors de real world assets. Donc, en fait, on va avoir, grâce à des protocoles comme par exemple AAV, des rendements qui vont être supérieurs parce que les gens ils veulent de plus en plus s'exposer aux crypto-monnaies. Donc, ils vont emprunter de plus en plus sur les protocoles. Et puisque ce sont des taux variables, les taux augmentent et donc c'est plus intéressant de détenir des crypto-monnaies et de percevoir le rendement natif des protocoles natifs crypto-monnaies plutôt que de rester investi sur les actifs du monde réel, on va dire. Ouais, et effectivement, les narratifs qui se développeront dépendront aussi effectivement des fonds d'investissement qui choisissent un peu où placer leur billes. C'est intéressant parce que hier on recevait dans cette émission notamment une partie de l'équipe de Ledger Catet avec Marguerite de Taverneau qui nous disait qu'il s'intéressait pas mal notamment à la DeFi et au gaming aussi, voilà, à plein d'autres thématiques, mais notamment celle-ci. Mais je pense on peut également rajouter que l'année 2023 était un peu l'année de la clarté. On a vu ce qui s'est passé avec FTX, on a vu ce qui s'est passé avec Binance en fin d'année. On comprend enfin que les exchanges ne pourront plus faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que c'est pas la finance traditionnelle qui est en train de s'approprier un peu cette nouvelle finance, en tout cas celle du Web3, Cyril ? Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, quand on s'intéresse à la régulation crypto, elle est très, très largement inspirée de la régulation du monde financier traditionnel. Donc ça favoriserait ces acteurs-là ? Vous voulez dire, est-ce que ça... Ça favoriserait indirectement ces acteurs-là ? La régulation, je veux dire, c'est-à-dire que les acteurs traditionnels auraient moins de mal à s'y soumettre. Oui, en tout cas, ça va faciliter une transition, parce que tous n'y sont pas encore, mais une transition vers les cryptos, ça c'est sûr. En tout cas, on l'a vu, tous ceux qui ne rentraient pas vraiment dans le cadre ont été sanctionnés, tout simplement. Donc oui, la clarté réglementaire, je suis complètement d'accord. Et je dirais que 2024 sera un peu une année de confirmation. Les gens ont du mal à dire est-ce qu'on est sorti du bear market, même si on a un très bon, une très belle performance. Pas mal ont envie de dire oui, mais en même temps c'est encore un peu timide, donc c'est pas trop. 2024 permettra éventuellement d'être un peu plus affirmatif sur le sujet et de voir si on a une confirmation de cette tendance qu'on a pu voir sur le deuxième semestre.
Ouais, je pense que les gens ils vont pas pouvoir profiter pendant très longtemps de leurs vacances de Noël, puisque entre le 5 et 10 janvier, on devrait avoir une réponse de la SEC sur les ETF spot Bitcoin, ceux dont on a parlé toute l'année sur ce plateau, je pense. C'était la chose la plus attendue de l'année 2023, qui au final rapportait à l'année 2024. Donc tous les analystes depuis le début disent qu'on a entre 70 et 90% de chances d'avoir ces ETF approuvés, et donc une possibilité pour les institutionnels de s'exposer au Bitcoin directement à travers des produits proposés par des entreprises qui sont régulées. Donc plus précisément entre le 8 et 10 janvier, on devrait avoir cette réponse-là. Beaucoup, je pense, misent sur une approbation. On voit ça un peu dans l'euphorie des gens, on voit un peu que tout le monde s'accorde sur le fait que ça soit approuvé. Moi, je pense qu'il faut toujours garder un tout petit peu de recul et se dire toujours que il peut y avoir un refus, il peut y avoir des poursuites judiciaires ensuite contre la SEC. On l'a vu notamment dans le cas de Grayscale, lorsque la SEC, donc le gendarme des marchés, voilà, exactement, a refusé de convertir leur trust en un ETF spot. On a vu que Grayscale a gagné, mais c'est pas pour autant que leur trust sera forcément converti. Ce sont toutes les choses qu'il faut encore surveiller de près. Dans tous les cas, début janvier, on devrait avoir un tout petit peu plus de réponses là-dessus. Bon, voilà. Si la décision pouvait tomber lundi 8 janvier, ça m'arrange parce que c'est le retour du club BFM Crypto. Voilà. Si on pouvait attendre le 8 janvier pour avoir la décision, qu'elle soit positive ou négative, ce serait parfait. Cyril, c'est intéressant parce que avec Mélanion, vous avez lancé une application gratuite et qui permet d'éduquer ses utilisateurs en Bitcoin tout en gagnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Tout à fait. C'est une application Learn to Earn. On s'est rendu compte en présentant notre ETF et en présentant ce qu'on faisait que le besoin d'éducation et pédagogique était extrêmement important. Donc on a décidé de développer cette app. C'est une app très ludique, progressive, donc la Mélanion Bitcoin Academy app. On part des origines jusqu'aux tendances actuelles et on a un parcours éducatif. Le gros intérêt, c'est qu'au fur et à mesure de ce parcours, on peut gagner des bitcoins, plus précisément des satoshi, donc des fractions de bitcoin. Et donc au-delà de l'aspect apprentissage, donc il y a l'aspect rémunération. On est rémunéré pour gagner, d'où le learn to earn. Et surtout, on a également, et c'est la façon dont on est récompensé, la personne peut avoir une immersion dans le Lightning Network, donc la possibilité directement de récupérer les satoshi, les fractions de Bitcoin gagnées en Lightning Network. Donc c'est une expérience même immersive. Bon, je vais la proposer à Jean-Marc Daniel. Voilà, je dirai tout à l'heure en remontant, Jean-Marc Daniel. Si vous nous écoutez, Jean-Marc, voilà. Je vous le dirai d'ailleurs où est-ce qu'il peut la télécharger, comment ça s'appelle ? Donc la Mélanion Bitcoin Academy app, qui est téléchargeable sur iOS ou Android, et qui est gratuite. Et voilà, donc parcours éducatif et des news, les cours des cryptos, cours du Bitcoin. Donc voilà, une app complète. Bon, et ça aussi c'est pour Jean-Marc. Cyril, Bitcoin pourrait être un allié inattendu contre la pénurie d'eau au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, alors c'est assez intéressant. Comme on le sait, Bitcoin est souvent perçu comme grand consommateur d'énergie fossile. Mais cette tendance est en train de complètement s'inverser. Donc Bloomberg Intelligence a sorti un rapport récemment et a montré que finalement c'était une des industries qui était une des plus grandes utilisatrices d'énergie renouvelable. Donc maintenant que ça c'est connu, les détracteurs se sont mis à trouver d'autres moyens de critiquer Bitcoin en disant oui mais finalement Bitcoin est trop utilisateur d'eau. Alors vous allez me dire pourquoi ? C'est parce qu'en fait parmi les énergies renouvelables, l'hydroélectricité est la plus utilisée. Et là il y a un petit pied de nez assez intéressant qui a lieu au Moyen-Orient, c'est qu'en fait Bitcoin le mining de Bitcoin peut finalement permettre de créer de l'eau potable. Alors vous allez me dire c'est un peu étrange. En fait, c'est de la désalinisation. Donc, il y a pas mal d'usines de désalinisation, par exemple aux Émirats Arabes Unis. Et ces usines sont très consommatrices d'énergie. En général, on utilise de l'énergie fossile. Et c'est un problème d'utiliser de l'énergie solaire parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser
toute l'énergie solaire produite. C'est-à-dire qu'il y a un surplus d'énergie qu'on n'utilise pas. Exactement. Et ce surplus, gros intérêt du mining de Bitcoin, c'est qu'on peut le plugger à ce surplus. Ce qui permet de rendre rentable et viable ce type d'usine de désalinisation grâce au Bitcoin. Et donc d'avoir de l'eau potable. C'est Tout ça. à fait. Cerise sur le gâteau, la chaleur qui se dégage des machines de minage peut elle-même être également utilisée pour la désalinisation. Donc un double usage intéressant. Donc voilà, ça ne gâche pas et même ça permet de produire de l'eau potable. Bon, très intéressant. Artem, il nous reste quelques secondes. Il y a une narrative en 2024 que vous allez suivre en particulier? Oui, il y a quelque chose qui est ressorti cette année, qui sont les inscriptions sur le Bitcoin. Donc, les fameux ordinals. Exactement. Mais en fait, elles sont propagées à d'autres blockchains. On est qu'au début là pour vous? Alors pour moi, on va voir des applications un peu plus concrètes pour ça. Et on va voir quelles sont les blockchains qui y résistent. Il faut savoir que depuis le lancement des inscriptions, donc pas les ordinals, mais les inscriptions, c'est un peu le mot général pour décrire ce processus, a déjà arrêté plusieurs blockchains. Donc il y a plusieurs blockchains qui ont dû se mettre en pause pendant un petit moment. Et il y a des blockchains où quasi la totalité des blocs qui sont produits sont remplis par ces inscriptions. Donc il faut voir quelles sont les blockchains qui vont pouvoir s'adapter. Mais je trouve, et je clôturerai là-dessus mon intervention, c'est depuis des années, on a tendance à voir des évolutions dans le monde crypto qui viennent d'Ethereum. Et là maintenant, c'est Bitcoin qui s'y met. Cette fois, on voit ça du Bitcoin. Ça a été énormément critiqué, c'est toujours beaucoup critiqué. Il y a énormément de gens qui sont divisés dans la communauté Bitcoin, mais en tout cas, on voit que le Bitcoin a amené quelque chose de plus aux autres blockchains. En tout cas, on en parle dans le dossier. Absolument, et on va suivre tout ça dans votre dossier, quand même 80 pages. Hawk Invest, les cryptos en 2024, hier n'est pas demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Artem. Merci à moi. Cofondateur de Hawk Invest, Cyril Sabag, directeur général de Melanion Capital et président fondateur de Melanion Digital. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.